Très bien, merci Thierry, merci à tous. Et puis évidemment, je remercie les organisateurs de l'invitation qui permet de venir constater par moi-même qu'il y a de la neige cette année. Bon, je ne skie pas cette année, mais c'est pas grave. Je transmettrai la nouvelle à mes collègues qui vont aller au ski. Ok, donc aujourd'hui, je vais vous parler de solutions faibles de l'équation de transport et d'un certain nombre de sujets autour de ça. Donc des questions de traces, de régularité, de stabilité. Et puis si j'ai le temps, je parlerai également de l'approximation numérique de ces bêtes. Et avant ça, je vais évidemment faire une introduction à ce problème. Pourquoi on a envie de regarder les solutions faibles de l'équation de transport, alors que dans le même temps, je vais passer quelques slides à vous expliquer que c'est peut-être l'équation des partielle la plus simple de l'univers, en un certain sens. Donc dans la deuxième partie, qui sera, disons, le cœur de l'histoire, on va essayer de comprendre comment on fait pour donner un sens à des choses, à des solutions de cette équation dans un cadre où les données ne sont pas aussi régulières qu'usuellement, disons. Et puis dans la dernière partie que je sauterai peut-être si je manque de temps, mais j'essaierai de vous parler de choses autour d'approximation numérique de ces solutions-là. Alors voilà l'introduction. Donc qu'est-ce que c'est d'abord que l'équation de transport? Donc là voilà. Donc l'inconnu, c'est la variable qui va s'appeler ρ dans tout l'exposé. C'est une variable scalaire qui dépend du temps et de l'espace. V est un champ de vitesse qui est donné dans tout l'exposé. Okay. Et donc c'est une équation de dérivée partielle avec une équation d'évolution en temps. Là, on connaît la donnée initiale à l'instant t égale à 0. Et dans un premier temps, je vais supposer que le champ V qui est là, qui est l'objet qui va m'intéresser pendant une partie de l'exposé, pour l'instant, il va être régulier. Donc Lipschitz, borné, à divergence nulle. Alors pour que les choses soient complètement claires, dans tout l'exposé, quand il y aura des gradients, ce sera en fait des gradients par rapport à la variable x, pas par rapport au temps, donc c'est les dérivées partielles par rapport aux différentes coordonnées de l'espace. Et la divergence est, si vous voulez, la transposée de cet opérateur. Donc la divergence d'un champ de vecteurs, c'est la somme sur i des dérivées de la ième composante de v par rapport à la ième variable. Un point relativement important dans la suite, d'ailleurs je vais peut-être l'écrire, c'est que donc cette équation-là, que j'ai écrite ici sous forme dite non conservative, peut également s'écrire sous forme qu'on appelle conservative. Alors ça marche parce que j'ai supposé que v était à divergence nulle. Essentiellement, si vous explosez la dérivée du produit, là, vous allez obtenir ce terme plus ρ fois la divergence de v, et si la divergence de v est nulle, ce terme est nul. Donc quasiment tout ce que je vais raconter aujourd'hui s'adapte au cas où la divergence de v n'est pas nulle, en mettant des hypothèses qui vont bien. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce détail-là. Alors les deux formes de l'équation sont intéressantes, parce qu'ici on voit que ρ satisfait, si vous voulez, les solutions d'un opérateur différentiel du premier ordre. Donc c'est une sorte de dérivée de ρ, le long d'un flot qui est nul. Donc ρ va être constante le long de quelque chose. Et ça exprime que ρ est solution d'une équation sous forme divergence. Après tout, ça c'est une divergence en Tx. D'accord ? Et donc c'est la conservation de quelque chose. Donc là on voit qu'il y a des choses qui sont conservées, là on voit qu'il y a des choses qui sont constantes le long d'objets que je vais définir dans un instant. Donc les deux formes sont intéressantes et de fait on jongle régulièrement entre les deux formes de l'équation dans ce type d'analyse. Alors pourquoi on s'intéresse à l'équation de transport? Parce qu'il y en a à peu près de partout, donc dans beaucoup de champs applicatifs. Alors si je l'ai appelé ρ, l'inconnu, et v, le champ de vitesse, c'est parce que je suis, disons, attaché aux applications mécaniques des fluides, mais il y en a bien d'autres. Donc dans ma tête, on pourrait imaginer que ρ, c'est la densité d'un fluide et v, son champ de vitesse. Mais il y a bien d'autres applications, en physique des plasmas, en dynamique des populations, en trafic routier, etc. Donc je passerai sur les applications aujourd'hui. Et alors en général, cette équation ne vient pas toute seule, elle est couplée à d'autres équations. Et c'est une des raisons pour laquelle on va essayer de s'intéresser à quel type d'hypothèse sur les données on peut faire pour donner un sens à tout ce qu'on a envie de faire sur ce genre d'équations, les résoudre, trouver des solutions uniques, etc. Alors donc, toujours sous ces hypothèses-là, comment on résout cette équation? Alors ça c'est assez facile, hein, on apprend ça en M1 je pense, ou quelque chose comme ça. L'objet de base c'est les courbes caractéristiques. Donc les courbes caractéristiques, si V vous imaginez que c'est un champ de vitesse, il faut imaginer que les courbes caractéristiques c'est les trajectoires associées à ce champ de vitesse. Et donc ce sont les solutions de ce problème de Cauchy. Alors c'est un peu compliqué à écrire, mais en réalité la variable d'évolution ici c'est petit s. Tx ils sont figés. Et donc la courbe S donne x de S de t de x. C'est une solution de l'équation différentielle telle que quand S vaut t, je suis en x. Donc les deux dernières variables, c'est une sorte de label qu'on met sur la caractéristique pour dire à quel moment on a commencé et où. Donc si à l'instant t on part de x, ensuite on évolue le long de cette solution. Alors vous voyez que les hypothèses qui sont là
sont bien foutus pour que les courbes caractéristiques existent, soient bien définies globalement en temps, etc. On peut appliquer Cauchy-Lipschitz. Donc cet objet existe et on peut travailler avec. Donc voilà le dessin. Si à l'instant 0, vous partez d'un point X, vous vous baladez le long de la courbe et à l'instant T plus tard, vous arrivez à un point Y. Et alors ça a une structure de groupe, si vous voulez, puisque si maintenant vous partez d'Y à l'instant T, vous pouvez remonter la caractéristique. Et le point X auquel vous arrivez à l'instant 0, bah, c'est rien d'autre que grand X de 0 TY, puisque cette équation se résout dans les deux sens en temps, sans aucun problème. Alors l'exposé pourrait presque s'arrêter à la proposition qui est là, puisqu'en fait, voilà, on sait résoudre l'équation. Et la remarque, c'est que si vous avez une solution ρ de cette équation de dérivée partielle, et que vous calculez la dérivée de ρ le long de la caractéristique, donc je fixe Tx, une bonne fois pour toutes, et je calcule la dérivée de cette quantité le long de la caractéristique. Je regarde la solution, en supposant qu'elle existe, à l'instant S, sur la caractéristique, à la position occupée par la particule, disons, à l'instant S. Alors ça, vous voyez que c'est un petit calcul de dérivée de fonction composée. Ça vous fait la dérivée en temps de ρ, plus la dérivée par rapport à S de grand X scalaire, le gradient de ρ. Et ça, ben, on a tout fait pour que ce soit très exactement V de S et de grand X. C'est écrit dans le problème de Cauchy. Ça, c'est évalué au point S grand X, et ça, c'est évalué au point S grand X. Et donc, tout ce beau monde, ben, c'est rien d'autre que l'équation évaluée en S grand X, et donc ça fait 0. Donc, si une solution existe, cette quantité-là est constante le long de la courbe. D'accord ? Bon, alors ça vous donne, en réalité, tous ces calculs sont des équivalences, en réalité, et ça vous donne une formule. Donc, pour trouver la solution à l'instant T au point Y qui est là, il suffit de remonter le sens du courant, de revenir à l'instant 0, de regarder où est-ce que j'étais à l'instant 0 sur cette caractéristique, donc c'est grand X de 0 TY, et je prends la valeur de la donnée initiale en ce point. C'est la formule qui est là. Et donc ça vous définit de manière unique une solution régulière de l'équation, et terminé. Donc cette équation-là se résout, j'allais dire, à la main. Le prix à payer, c'est qu'il faut savoir résoudre les caractéristiques. Très bien. Alors il y a des cas où c'est très simple, donc par exemple, si V est constante, c'est un vecteur constant, ben, la caractéristique, c'est rien d'autre que essentiellement V fois t, S moins t. Donc en t égale S, ça vaut X, et puis quand je dérive par rapport à S, je trouve V. Voilà. Donc c'est une droite, partant en X à l'instant t, et de vitesse V. Voilà. Alors dans le cas général, c'est pas du tout des droites, évidemment. Alors si maintenant, alors ça c'était dans Rn, dans Rd. Il n'y a pas de bord, il n'y a rien. Si maintenant il y a un bord, je suis dans un domaine oméga de Rd. Alors, la morale de ce transparent, c'est que tout marche pareil à condition que le champ soit tangent au bord. Donc, même hypothèse de régularité, le champ est tangent au bord. Comment je vois ça? Ben, je prolonge le champ V partout dans Rd, de façon régulière, comme il est Lipschitz, j'ai le droit de faire ça. Je résous les caractéristiques partout dans Rd, et je m'aperçois que le fait que le champ soit tangent fait que, dès qu'une caractéristique part d'un point d'oméga, en fait, elle y reste. Elle ne peut pas sortir d'oméga. Et du coup, la formule précédente continue à fonctionner sans aucun problème. Donc vous avez des trajectoires potentiellement tangentes, et puis c'est tout. Donc ça marche très bien. Qu'est-ce qui se passe si le champ V n'est pas tangent? Alors là, on voit bien qu'il y a un problème, parce que, voilà une caractéristique, je pars du point Y, j'essaie de remonter le temps. Premier cas, je tombe quelque part dans oméga à l'instant 0. Alors là, tout va bien, je fais comme avant. Je prends la donnée initiale en ce point, et voilà. Deuxième cas, je suis en Y à l'instant T, je remonte le courant, et avant d'arriver à 0, je tombe sur le bord. Donc là, j'ai un problème, il faut que je fasse quelque chose. Donc le problème que j'ai, c'est qu'en réalité, il manque des données pour résoudre cette équation-là, il manque une donnée au bord. Et alors, ce qu'on voit sur ce dessin, c'est que la donnée au bord, il faut l'imposer ici, mais pas là. C'est ça la morale. Donc il faut l'imposer à l'endroit où on est, ce qu'on appelle la zone entrante. Alors, nu, c'est la normale sortante à oméga, donc quand V scalaire nu est négatif, c'est que V est en train d'entrer dans le domaine. Et donc j'ai besoin de données au bord ici, mais ici j'ai besoin de rien. La caractéristique sort, à aucun moment, en remontant des caractéristiques, je vais tomber sur ce point. Donc, moralité, pour résoudre un problème de transport avec donnée initiale dans un domaine oméga où le champ V est potentiellement pas tangent au bord, il faut une donnée au bord en plus. Et il faut l'imposer uniquement à l'endroit entrant, ce qui est assez moral. Alors du coup, on peut s'amuser à faire une formule identique à celle de tout à l'heure, mais vous voyez tout de suite qu'elle est un peu plus désagréable. Donc, si je me donne une donnée au bord, ρin, c'est pas initial, c'est inflow. Si je me donne une donnée au bord, ρ, là où il faut que j'en ai une, c'est-à-dire là où le champ est entrant, eh bien je peux trouver une sorte de formule identique à celle de tout à l'heure, qui est celle que j'ai expliquée, ou bien toute la caractéristique partant de t reste dans oméga, auquel cas j'ai ma formule d'avant, c'est comme s'il n'y avait pas de bord, je n'ai pas vu le bord, si vous voulez.
Ou alors j'ai touché le bord à un moment donné, et à ce moment-là, il faut que je prenne comme solution la valeur de la donnée au bord, à l'instant tau étant le fameux instant où j'ai touché le bord. Donc une chose assez compliquée à évaluer, c'est un truc qui dépend de V, de oméga, de beaucoup de choses. Et donc j'ai cette formule avec, si vous voulez, deux alternatives. Alors vous voyez tout de suite que une formule comme ça me dit assez aisément que même si tout le monde est régulier, ρ0, ρin, hein, cette solution-là peut ne pas être régulière. Imaginez que vous partez de la donnée initiale nulle et vous prenez comme donnée au bord une constante égale à 1. C'est de classe infinie, c'est tout gentil. Mais il va y avoir des problèmes parce qu'en réalité, la solution va prendre deux valeurs, 0 et 1. Donc déjà, on se rend compte que dans ce contexte-là, il se peut que des solutions soient discontinues. Alors on pourrait écrire des conditions de compatibilité pour s'assurer que ça n'arrive pas, mais vous voyez la tête de la condition, ça va être assez compliqué. Et bon, on n'a pas forcément envie de faire ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a des données moins régulières? Alors pourquoi on veut faire des données moins régulières? C'est pas juste pour le plaisir. Voilà un exemple d'endroit où on n'a pas vraiment le choix. Donc j'ai écrit le système de Navier-Stokes non homogène incompressible, donc c'est un système mécanique des fluides, j'en dirai pas beaucoup plus dans l'exposé, donc c'est pas très grave si vous ne comprenez pas tous les tenants et les aboutissants de ces équations. Mais vous voyez que notre équation favorite, elle est là, elle est couplée avec une autre équation qu'il faut comprendre comme une équation sur V. C'est-à-dire que maintenant V n'est pas connu, n'est pas donné dans ce système, c'est une inconnue du problème. Mais pour savoir résoudre ça, d'un certain point de vue, il faut commencer par savoir résoudre ce petit bloc. D'accord? Très bien. Alors là, plusieurs raisons pour lesquelles on a envie de faire des solutions faibles. Par exemple, première raison, le système qu'on veut modéliser avec ces équations de la mécanique des fluides, c'est un système bifluide, de fluide non miscible, et donc la densité prend deux valeurs. Un fluide lourd, un fluide léger. Donc typiquement, ma donnée initiale va avoir exactement deux valeurs, donc c'est typiquement une fonction discontinue. Donc vous voyez qu'une fonction discontinue, pour arriver à justifier un calcul comme celui-là, c'est pas complètement évident. Mais en revanche, vous voyez bien que la formule qui est là, s'en fout un petit peu que ρ0 soit dérivable. D'accord? Ça a du sens, même si ρ0 est seulement continu, même discontinu, même mesurable. Bien. Deuxième autre raison pour laquelle on a envie de faire des solutions moins régulières, c'est que le champ V qui est là, quand on regarde ce système couplé, là, un peu compliqué, on sait très bien qu'il n'a aucune chance d'être lipschitsien, comme j'ai fait l'hypothèse jusqu'à présent. Disons que la régularité raisonnable de la solution de cette équation de Navier-Stokes, c'est quelque chose du style L2 en temps, valeur H1 en espace. Alors qu'est-ce que c'est H1? C'est l'espace de Sobolev. Je rappelle au cas où. Grosso modo, ça veut dire que V est dans L2, en temps et en espace, et son gradient aussi. Donc son gradient au sens des distributions ou au sens faible. Voilà. Donc ça, c'est la régularité des espaces d'énergie, disons, pour Navier-Stokes. Et on ne s'attend pas à avoir beaucoup mieux. Et donc, H1, c'est pas assez pour avoir le droit de faire marcher Cauchy-Lipschitz. Donc on ne sait pas, a priori, définir les caractéristiques pour des champs comme ça. Ok, et puis, j'ai pas mis, mais dans la vraie vie, il y a des conditions au bord. On n'est jamais dans un tort ou dans les applications, il y a des conditions limites potentiellement non triviales. Et donc, on a envie, malgré tous ces problèmes là, de non-régularité, on a envie d'être capable de donner un sens à qu'est-ce que c'est qu'une condition au bord pour une solution faible de ces équations. Alors, qu'est-ce que c'est une solution faible? Bon, alors on fait comme d'habitude en EDP, c'est-à-dire que voilà l'équation au sens usuel, donc si tout le monde est de classe C1, on voit bien ce que ça veut dire. Et maintenant, on se dit, est-ce qu'on peut définir une solution de cette équation sans avoir le droit vraiment de dériver les fonctions qui sont là? Pour faire ça, on prend une fonction de test phi, on la colle à l'équation, on multiplie l'équation par la fonction de test phi, et on intègre par partie. De sorte que toutes les dérivées vont taper sur la fonction test. Et du coup, la formule que j'ai écrite là, vous voyez, donc c'est une définition, je dis que ρ, une fonction mesurable bornée, est une solution faible de l'équation si elle vérifie ces équations-là pour n'importe quelle fonction de test. Et là, vous voyez que les dérivées ne tapent que sur la fonction de test. Et donc, cette formule a du sens dès lors que V est intégrable et ρ est l'infini. Tous ces produits sont intégrables. Donc ça a du sens. Je ne dis pas que je vais pouvoir travailler avec ça sans autre hypothèse, mais ça a du sens. Ok, alors vous voyez la fonction de test, elle est comment? Elle est à support compact dans 0 trécro oméga, mais c'est fermé en 0. Évidemment, sinon ce terme est nul. Donc en 0, je ne demande pas phi d'être nul, mais je demande à phi d'être nul vers grand T, et puis près du bord. D'accord? Donc dans l'intégration par partie formelle, je ne m'occupe pas du bord, parce que ma fonction de test est à support compact. Alors on peut faire maintenant un truc assez simple, c'est démontrer qu'il existe des solutions faibles à peu près sans hypothèse. Donc vous prenez une donnée initiale à l'infini, un champ qui est seulement intégrable à divergence nulle, tangent au bord. Alors là vous pourriez me dire, attention, une fonction L1, ça n'a pas de trace sur le bord, ce qui est tout à fait vrai en général, mais elle est à divergence nulle. Alors ça vous donne le droit de définir V scalaire n au bord. Une façon de comprendre ça, c'est de dire, vous prenez une fonction L1,
à divergence nulle dans oméga, vous la prolongez par 0 et vous demandez qu'elle soit encore à divergence nulle dans RD, au sens des distributions. Ça vous dit que c'est une équivalence avec le fait qu'il est tangent au bord en un certain sens faible. Alors si vous avez ça, eh bien il existe au moins une solution faible de cette équation pour n'importe quelle donnée initiale. Et ça c'est très facile. C'est très facile pourquoi? Parce que cette équation dérivée partielle est linéaire. Une fois que j'ai fixé V, c'est linéaire en ρ. Et donc on peut faire n'importe quel processus d'approximation raisonnable des données. On résout par la méthode des caractéristiques que j'ai montré avant. On démontre des bornes très faciles, on passe à la limite au sens faible et ça suffit. Donc bon, ça c'est pas difficile. Ok. Et en particulier, on démontre que cette solution faible, elle est définie par cette formule. Si V est régulier, mais que ρ0 est seulement à l'infini, bah ça définit bien une solution faible du problème. C'est bien défini. C'est pas dérivable, mais c'est quand même une solution faible. Ok. Alors, reste les questions de fond maintenant, c'est, ok, je sais dire que des solutions faibles existent, et j'en fais quoi? Est-ce que j'ai unicité? Est-ce qu'elles sont un peu régulières malgré tout? Est-ce que je peux dire des choses sur les propriétés qualitatives de ces solutions? Par exemple, si je regarde cette formule droit dans les yeux, c'est pas totalement évident que si la donnée initiale est positive, la solution reste positive. Et de fait, c'est faux, en général, si je fais aucune autre hypothèse. Vous voyez, là, ça se voit immédiatement sur la résolution par caractéristique, puisque ρ est constant au long de la caractéristique. Donc si vous partez d'un truc positif, vous restez positif par construction. Bon, c'est plus du tout clair, là. On a peut-être perdu ça, et ça serait dommage. Alors la réponse à ces questions, enfin, une réponse possible a été donnée il y a un certain temps maintenant par Di-Pernat-Lyons. Donc c'est un des résultats de leur article, il y en a bien d'autres. Donc si on suppose toujours la donnée à l'infini, mais qu'on suppose maintenant que V est un petit peu régulier. Alors vous voyez pas Lipschitz, hein. W11. W11, c'est les champs L1 à gradient L1. Donc, vous voyez, on est relativement loin de Lipschitz. Donc il faut quand même un peu de régularité. En particulier, les solutions de Navier-Stokes qui étaient H1 sont W11. Donc ce théorème s'applique aux solutions faibles de Navier-Stokes, moralement. Alors que dit ce théorème? Il dit la chose suivante. Pour n'importe quelle solution faible de l'équation, au sens des distributions, bornée, pour la donnée initiale ρ0, pour n'importe quelle fonction de R dans R un peu régulière, on a cette équation-là. Donc ça, c'est un truc qui a l'air stupide. Vous avez une équation qui est là. Vous voyez bien que si ρ est très régulière, vous multipliez par bêta prime de ρ, et vous avez la formule de dérivation de fonction composée qui vous dit que c'est dt de bêta de ρ plus v gradient bêta de ρ. Donc ça, c'est vrai sur les solutions régulières. Le problème, c'est est-ce vrai sur les solutions faibles? Vous voyez que dans la définition, je ne sais pas trop comment faire pour mettre un bêta là. C'est une définition qui est linéaire par nature. Dès que je veux faire des opérations non linéaires sur cette formule, c'est assez compliqué. Par exemple, si je voulais montrer la même formule en mettant des carrés là, bah, c'est pas simple. Il faudrait que je prenne pour phi quelque chose qui ressemble à ρ. Mais ρ, justement, elle n'est pas régulière. Donc je n'ai pas le droit de la prendre comme fonction de test. Donc c'est pas si clair. Et alors c'est très important parce que ça implique l'unicité. Donc imaginez que j'ai une solution faible et que je sache que j'ai le droit de mettre un carré. J'ai une solution faible telle que ρ carré vérifie la même équation avec un carré ici. Pour n'importe quelle solution faible. Si je sais faire ça, ben, j'ai l'unicité. Parce que vous prenez deux solutions faibles, vous les soustrayez, tout est linéaire, ça va bien. Comme c'est la même donnée initiale, ce terme-là est nul. Donc vous avez maintenant la différence de deux solutions faibles, qui est également solution faible, mais pour la donnée initiale nulle. Donc vous n'avez plus ce terme. Ici, vous avez, si vous voulez, ρ1 moins ρ2. Et maintenant, vous savez que vous avez le droit de mettre un carré. Donc vous mettez ρ1 moins ρ2 carré. Et l'avantage d'un carré, c'est que c'est positif. Et donc maintenant, en jouant avec la fonction de test, ce que vous allez arriver à démontrer, c'est que essentiellement l'intégrale de ρ1 moins ρ2 au carré est nulle. Et donc ρ1 égale ρ2. Bon. Donc c'est ça l'idée de la preuve de l'unicité. Mais pour faire ça, il faut que vous ayez le droit de mettre un carré ici. Donc c'est ça que dit la propriété de renormalisation. Et pour que ça marche, il faut de la régularité sur V. Et il y a des contre-exemples. Donc il y a des V qui n'ont pas cette régularité, pour laquelle cette propriété est fausse. Alors je vais vous montrer un tout petit peu tout à l'heure comment ça fonctionne dans un cas un tout petit peu général. Comment on démontre ça? Donc voilà, la conséquence de cette histoire, c'est que n'importe quelle solution faible de cette équation, sous ces hypothèses-là, est en fait unique et régulière en temps. Donc ça, c'est un cadeau bonus. On part d'une fonction qui est a priori seulement à l'infini. Ce qu'on gagne immédiatement, c'est de la continuité en temps, à valeur dans n'importe quel LQ fini. D'accord? Alors j'ai cité un tout petit nombre de références, il y en a des milliers depuis les travaux de Di-Pernat-Lyons qui ont étendu dans toutes les directions possibles ces résultats, en essayant d'abaisser la régularité, des cas particuliers, etc. Un résultat marquant, c'est peut-être celui d'Ambrosius en 2004, qui a remplacé W11 par BV. Alors, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est pas du tout trivial. Donc BV, c'est l'espace des fonctions dont le gradient est une mesure.
c'est le cran suivant, et quasiment optimal essentiellement. Alors ce qui est intéressant, c'est que le papier de d'Hypernalion, son titre c'est Ordinary Differential Equations and Transport Problems, ou quelque chose comme ça. Donc ça commence le titre par Ordinary Differential Equations, et en réalité l'article dit essentiellement que grâce à ces propriétés sur l'équation de transport, ils en déduisent une façon de définir les caractéristiques. Vous voyez, on a inversé le processus. Pour des champs comme celui-là, je ne peux pas appliquer Cauchy-Lipschitz. Donc je ne sais pas dire qu'il y a des caractéristiques en un sens usuel. En revanche, dès lors que je sais dire des choses sur le DP, je peux revenir en arrière et donner un sens faible à la notion de caractéristique pour des champs qui ont une régularité relativement faible. Grosso modo, on arrive à construire un grand X, là, une application grand X, telle que, pour presque toute donnée initiale, grand X est une caractéristique du problème. Donc c'est un aller-retour entre la vision équadif, on dirait lagrangienne en mécanique des fluides, et la version EDP, la version eulérienne. Très bien. Alors maintenant, je reviens à un de mes problèmes que j'ai signalé tout à l'heure, c'est comment on fait pour maintenant si j'ai du bord. Donc, ce que j'ai énoncé avant dans d'Hypernalion, il n'y avait pas de bord, essentiellement c'était Rn. Donc je suppose que j'ai un champ avec la régularité d'Hypernalion, ça je sais que je peux presque pas faire mieux, disons, et pas nul au bord. Alors là, il y a un problème, c'est que si je veux être capable de définir un problème de Cauchy et avec données au bord pour ce problème-là, il faut que je sois capable de donner un sens à la trace de ρ. A priori, ρ est une fonction à l'infini, et une fonction à l'infini, ça n'a pas de trace raisonnable, en général. Et une fois que je sais définir une trace, est-ce que je peux dire que oui, étant donné une donnée initiale, une donnée au bord, il y a une unique solution à mon problème. Ok, donc dans la suite, j'appellerai gamma t in, la partie inflow du bord. Alors attention, c'est un truc espace-temps, parce que v dépend de t, donc l'endroit où ça rentre dépend du temps. Et puis out, c'est ce qui sort. Évidemment, il y a des endroits où v scalaire n est nul, hein. C'est possible aussi. Alors voilà le théorème de trace établi il y a quelques années. On l'a un peu arrangé, amélioré, relooké avec Pierre Fabry il y a quelques années. Donc il dit la chose suivante. Donc je suis exactement sous l'hypothèse d'Hypernalion, c'est essentiellement. Sauf que je ne suppose rien sur V scalaire n au bord. La partie n'est pas nulle. Alors le théorème dit la chose suivante. Je prends n'importe quelle fonction à l'infini, solution faible de l'équation de transport. Alors premièrement, elle est continue en temps. Très bien. Et deuxièmement, il existe un objet que j'appelle trace, gamma ρ, qui est n infini de gamma t in union gamma t out. Donc, vous voyez, c'est défini uniquement là où le champ est ce qu'on appelle non caractéristique, c'est-à-dire le champ croise vraiment de façon non triviale le bord. Là où le champ est tangent, j'ai aucune chance de définir une trace. Ça n'existe pas. Ça n'existe que là où les caractéristiques, si ça existait, sortiraient ou rentreraient. Dans cet endroit-là, j'ai le droit de définir une trace. Donc, c'est ce que dit ce résultat. Vous voyez, le terme de trace, il est là. Donc, c'est la même formule que tout à l'heure pour la définition des solutions faibles, sauf que maintenant, phi, la fonction test, a le droit d'aller jusqu'au bord. C'est la différence principale. Et le terme de bord qui apparaît, il fait intervenir cette trace. Et puis, on a, alors en fait, c'est le même théorème essentiellement, je l'ai mis en 2 slides. Par ailleurs, on a la propriété de renormalisation, c'est-à-dire que pour n'importe quelle fonction bêta régulière, par exemple le carré, eh bien, on va le faire avec le carré. La ρ carré est solution de l'équation de transport. Pour la donnée initiale, qui est le carré de la donnée initiale du problème de départ, et sa trace, c'est le carré de la trace. Donc vous avez le droit de mettre des carrés partout. Bien que la solution soit définie en un sens faible. Alors une fois que vous savez faire ça, vous savez essentiellement tout faire. Donc, par exemple, unicité. Par le même argument de tout à l'heure, vous pouvez démontrer que si la solution à l'instant initial est positive, et que la trace de la solution est positive sur la partie entrante, alors la solution est positive partout. Ce qui est raisonnable. On s'attend, moralement, la solution est constante le long des caractéristiques, même si je ne sais pas définir proprement les caractéristiques. Donc on s'attend à avoir cette propriété. Alors ça vous donne des estimations, ça vous donne de la stabilité, j'y reviendrai. Alors comment on démontre ça? Donc c'est essentiellement une adaptation de la preuve de d'Hypernalion. Donc ça va inclure le cas d'Hypernalion. Donc l'idée de base est de dire, voilà, j'ai une solution faible. Sur les solutions faibles, je ne sais pas faire les calculs parce que par définition, elle n'est pas régulière. Donc je vais essayer de prendre une solution faible au hasard et de construire une approximation régulière, raisonnable de ces solutions, sur lequel je vais pouvoir faire des calculs. Et comment on fait ça? On fait ça par convolution, c'est assez raisonnable. Donc la seule différence, disons, avec d'Hypernalion, c'est que maintenant j'ai du bord. Ma fonction ρ, elle est seulement définie dans un ouvert de RD, oméga. Et donc, si j'y prends pas garde et que je suis près du bord et que j'essaie de faire une convolution qui est essentiellement un processus de moyenne autour du point, je vais sortir de oméga. Et donc, en dehors d'oméga, ρ n'est pas défini. Donc, toute l'astuce consiste à dire, au lieu de moyenner près du point, je vais translater légèrement le centre de mon noyau de convolution
de sorte que je ne fasse que des moyennes de valeurs de ρ dans oméga. Donc c'est ce qui est écrit là, donc c'est le terme en rouge ici. Nu, c'est la normale à oméga, donc ce terme-là a pour objet de décaler les gens, d'éloigner du bord le centre de la boule sur laquelle je moyenne les valeurs de ρ, pour que tout ça soit parfaitement défini, que je n'ai pas besoin de valeurs de ρ en dehors d'oméga. Alors vous pourriez me dire, on peut faire autrement, on peut prendre ρ, la prolonger et convoler. Le problème c'est, je veux bien, mais la prolonger par quoi? C'est pas évident, parce que vous voyez que si je prends ρ constante, vous pourriez me dire on prolonge par 0. Ok, mais si je prends ρ constant égal à 1, je sens bien que prolonger par 0, c'est pas une bonne idée, parce que ces deux fonctions-là n'ont pas la même trace, donc je vais avoir un problème. Et comme justement j'essaye de définir une trace, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour prolonger. Donc la technique de prolongement, je ne sais pas la faire marcher. Donc c'est pas grave, il faut convoler en trichant un peu sur les centres de convolution. Donc voilà. Alors ça, c'est un opérateur de convolution un tout petit peu différent d'habitude, mais il en a toutes les bonnes propriétés. Alors il faut que le domaine soit suffisamment régulier, mais en fait cette technologie peut s'étendre au cas d'un domaine lipschitsien sans trop de difficultés. Très bien, alors le nerf de la guerre maintenant, c'est de dire, voilà, j'ai ma solution faible ρ, qui est définie par une formule avec des fonctions de test, etc. Qu'est-ce que je peux dire de ce ρ epsilon là, la convolée de ρ par le noyau? Je peux dire qu'elle est solution de l'équation de transport avec un reste. Et ce reste, c'est rien d'autre qu'une sorte de commutateur entre l'opérateur V grade et l'opérateur de convolution. Vous voyez, j'ai appliqué l'opérateur de convolution à l'équation. Alors tout ça est parfaitement licite, hein. Il ne faut pas le dire comme ça, j'applique, il faut vérifier qu'avec les fonctions de test, ça marche, mais c'est le cas. Ok, et donc le reste ici, c'est un commutateur entre deux opérateurs appliqué à la solution elle-même. Ça, c'est un opérateur différentiel, ça, c'est un opérateur d'ordre 0, il n'y a pas de dérivée là-dedans. Et donc on s'attend à ce que ce commutateur soit d'ordre 0. Que ça ne consomme pas des dérivées de ρ. Et alors c'est le cas, et c'est à cet endroit-là, pour justifier ça précisément, qu'on a besoin des hypothèses de régularité sur V. Donc voilà le théorème. Donc il y a un vieux lemme en fait qui est dû à Friedrichs, qui dit que ce reste, il est dans L1, donc il n'est pas du tout dans un Sobolev négatif, et il tend vers 0 dans L1, et pour faire ça, on a besoin que le gradient de V soit dans L1. C'est là où on a besoin de l'hypothèse de régularité d'Hypernal-Lyons sur le champ de vitesse. Bon, une fois qu'on sait faire ça, on a fait le plus dur. Alors je vous le fais rapidement. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que comme on a convolé par un truc c'est infini, on est régulier en espace, par construction. Donc ρ epsilon, à epsilon fixé, il est borné en temps à valeur dans n'importe quel CK en espace, K assez grand. Et il converge vers gros, parce que c'est la convolée, ça c'est un truc d'analyse fonctionnelle standard. Donc on a construit une famille de fonctions régulières qui convergent par construction vers la solution faible de départ. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On regarde l'équation, on voit que la dérivante de ρ, c'est le reste, moins V grade ρ. Très bien. Mais ρ epsilon, on vient de dire qu'il est régulier en espace. Donc maintenant, grade ρ, c'est gentil. C'est K-1. Je le multiplie par V, c'est gentil. Donc tout ça, c'est L1. Donc dt de ρ epsilon est dans L1, et du coup, si j'ai une fonction dont la dérivante temps est dans L1, c'est qu'en fait, elle était continue en temps à valeur L1. Donc vous voyez, ρ epsilon, en fait, elle est un peu mieux qu'à l'infini, elle est continue en temps. Alors maintenant, il faut travailler un peu. Alors là, je cache un certain nombre de pages de calcul. Mais comment on finit l'histoire? On démontre que ces fonctions-là forment une famille de Cauchy dans cet espace. Donc on prend deux solutions pour epsilon 1 et epsilon 2, on soustrait, on travaille un peu. On fait des estimations d'énergie. Et du coup, comme c'est une suite de Cauchy dans cet espace, qu'il est complet, elle converge dans cet espace, mais sa limite, je la connais, c'est ρ. C'est ma solution de départ, qui a priori est seulement à l'infini. Donc j'ai construit une famille d'approximations régulières de mes fonctions, dont on montre qu'elles convergent dans un espace de meilleure régularité, et donc ça veut dire que la solution de départ était plus régulière que prévu. Bon, alors pour faire ça, il faut tuer les termes de bord. Et là, il y a un petit jeu quand même. Donc je ne vous raconte pas comment ça marche, mais voilà. Il faut tuer les termes de bord, sinon on est embêté. Et une fois qu'on sait ça, on travaille sur les traces. Donc on prend les traces de ces fonctions ρ epsilon, alors là, elles existent, puisque ces fonctions sont ck de oméga. Donc la trace d'une fonction ck de oméga bar, c'est la valeur au bord. Ça existe, c'est parfaitement défini. Et on démontre que cette famille-là, elle est de Cauchy dans l'espace L2 du bord, pour la mesure portée par V scalaire n. Ce qui est normal, parce qu'on s'attend à ce que si V scalaire n est nul, si le champ est tangent, on n'ait aucune espèce d'information sur les traces de la solution. Et du coup, si cette suite est de Cauchy dans cet espace, c'est bien que je peux définir sa limite comme étant la trace de la solution de départ, et en travaillant un peu sur les formulations, on arrive à obtenir le résultat. Alors maintenant, on sait résoudre le problème, donc on sait résoudre le problème de Cauchy-Dirichlet, c'est-à-dire, étant donné une donnée initiale, étant donné une donnée au bord portée uniquement par la partie entrante du bord, il existe une unique solution faible, à l'infini, à ce problème.
Donc maintenant, gamma de rho ici, c'est parfaitement défini. C'est défini par le théorème de trace d'avant. Elle est continue en temps et elle vérifie la propriété de renormalisation. Donc j'ai tous les ingrédients pour faire marcher la machine, en particulier. Donc si les données initiales et au bord sont positives, la solution est positive, etc. etc. Toutes les propriétés, disons, qualitatives auxquelles on s'attend. Donc, comment on fait pour l'unicité? Alors l'unicité, c'est la propriété de renormalisation, c'est le coût du carré, comme tout à l'heure. À part qu'il y a un terme de bord, mais il est comme il faut, on a le droit de travailler avec, donc tout va bien. Comment on fait pour l'existence? Alors pour l'existence, on ne peut plus trop faire ce que j'avais fait dans le cas où il n'y avait pas de bord, qui consistait à dire je régularise, je résous par les caractéristiques et je passe à la limite. Ça, j'ai plus trop le droit parce que je ne sais pas trop quoi faire pour régulariser un champ de vecteurs pas tangent et pour bien définir la régularisation de la trace. C'est pas simple. Donc peut-être c'est possible, j'en sais rien, mais c'est pas simple en tout cas. Donc on fait autrement, il y a plein de façons de faire l'existence, il faut trouver un processus d'approximation qui marche. Et donc une façon de faire qui est très utilisée par exemple en hyperbolique non linéaire, c'est de régulariser l'équation, non pas en régularisant les données, mais en régularisant l'équation elle-même, c'est-à-dire ici en rajoutant une sorte de un Laplacien dans l'équation. Du coup cette équation devient une sorte d'équation de la chaleur, où le terme de transport finalement devient une perturbation, puisqu'il est d'ordre inférieur en termes de nombre de dérivés. Et donc ça se résout très bien. Alors le problème, c'est qu'en rajoutant un Laplacien de ρ, j'ai augmenté l'ordre de l'équation, c'est maintenant une équation de type chaleur, et donc ça ne suffit plus de dire j'ai juste une donnée entrante sur un bout du bord. Il faut que je donne une donnée au bord partout. Alors là, on peut discuter un moment, il y a plusieurs façons de faire, il se trouve que celle-ci n'est pas trop mal. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette condition limite? Elle fait que là où V scalaire n est nul, ce terme n'existe pas, et ce que je suis en train de faire, c'est imposer Neumann. Donc Neumann, c'est un peu la condition limite du pauvre, c'est ce qu'on met quand on ne sait pas quoi faire d'autre. Mais Neumann, bon, ça marche. Et là où V scalaire n n'est pas nul, comme epsilon est petit, ce terme il compte pas beaucoup, et je suis en train de dire que moralement, j'ai envie que ρ tilde soit égal à la donnée au bord. Là où le champ est entrant. Donc là où le champ est entrant, je mets la donnée initiale, la donnée entrante. Là où le champ est ou tangent ou sortant, je mets rien, parce que je ne sais pas trop quoi mettre, mais je mets Neumann. Donc j'impose pas la valeur de ρ, parce que je ne la connais pas. Alors bon, alors ça marche bien parce qu'évidemment ça c'est exactement le terme de flux qui va sortir quand je fais les intégrations par partie par rapport à ce terme. Donc tout est bien ficelé pour que ça marche très bien. Et donc ce problème-là il est bien posé sans difficulté. Il vérifie toutes les bonnes propriétés, un principe maximum, etc. Donc vous avez des bornes autant que vous voulez. Donc L infini sur la fonction elle-même, L infini sur la trace. En cas de bonus, vous avez que racine de epsilon, gradient de ρ epsilon dans L2 est borné. Ça se voit en multipliant l'équation par ρ epsilon. Vous voyez que ce terme-là, c'est epsilon Laplacien ρ epsilon tilde. Quand vous l'intégrez par partie, ça fait un epsilon gradient ρ epsilon tilde carré. Et donc ça vous donne cette borne. Donc je m'en servirai peut-être, si j'ai le temps, tout à l'heure. Ok, une fois que vous avez ces bornes, vous avez le droit d'extraire des sous-suites faiblement convergentes. Et comme l'équation est linéaire, j'ai rajouté un terme linéaire, hein, donc ça reste linéaire. Et bien vous passez à la limite sans vous fatiguer. Et vous obtenez une solution faible du problème. Mais comme vous avez par ailleurs démontré qu'elle était unique, ben c'est la bonne. D'accord. Alors le petit truc, c'est qu'à cause de cette condition un peu bizarre, c'est pas complètement trivial de démontrer que la trace de la limite, c'est bien le machin que j'ai mis là. Mais c'est vrai. Alors j'ai parlé tout à l'heure de stabilité, voilà un des résultats de stabilité qu'on peut obtenir, et c'est pas le moindre des intérêts de la théorie d'Hypernal-Lyons. Notamment parce que dès qu'on veut résoudre un système couplé où le transport apparaît comme une sorte de brique de base, par exemple Navier-Stokes, eh ben, une façon de faire ça, c'est d'introduire des approximations raisonnables du problème et d'essayer de passer à la limite. Et donc à un moment donné, vous avez besoin de compacité sur les solutions. Alors je vais vous donner un exemple de théorème. Donc vous voyez, vous résolvez une famille de problèmes de transport pour différents champs VK, différentes données initiales, différentes données au bord. Remarquez que l'endroit où on met la donnée initiale dépend de K. Parce qu'a priori, VK bouge. Alors la question est, de quoi ai-je besoin sur VK, ρ0K, ρinK, comme convergence, pour dire que la solution associée converge vers la solution du problème limite. Alors, autant l'équation est linéaire, autant ce problème-là est non linéaire. La dépendance de ρ par rapport à V est très non linéaire. Donc ça, c'est vraiment un truc... Alors, vous supposez quoi? Vous supposez que pour chaque cas, VK a la régularité d'Hypernal-Lyons. Après, tout le monde est à l'infini, très bien. Alors, maintenant, on suppose quoi? Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on va supposer là, c'est donc, il faut bien supposer que VK converge vers V dans un certain sens, mais vous voyez que les convergences qu'on demande sont faibles, sont seulement dans L1. Donc
Donc on demande que V4 tend vers V dans L1, que la trace de V4 tend vers la trace de V dans L1, trace normale, que les convergences des données initiales et au bord soient dans L infini faible et L1 fort. Mais on ne demande aucune convergence dans cet espace de grande régularité. Donc on demande que la limite soit dans L1 W1. On ne demande pas que les V4 tendent vers V dans cet espace. Bon, donc c'est un théorème de compacité en fait. Vous avez VK converge vers V en un sens relativement faible. Et alors quel est le résultat? Le résultat c'est que vous avez convergence forte des solutions. Donc malgré que vous ne supposez pas beaucoup de convergence sur VK et V, eh bien vous avez convergence de ρK vers ρ dans cet espace, uniformément en temps, valeur LQ pour tout Q. Et convergence des traces. D'accord? Donc ça c'est l'outil, disons, un des outils de base, par exemple, pour démontrer l'existence de solutions Navier-Stokes incompressibles non homogènes. Vous introduisez un processus d'approximation qui vous fournit une famille de VK et vous devez démontrer que les ρK associés convergent. Alors ça utilise fondamentalement la propriété de renormalisation. La preuve consiste essentiellement à d'abord démontrer qu'il y a convergence faible vers quelque chose, et ensuite d'utiliser la renormalisation pour démontrer que vous avez par exemple convergence de la norme L2 vers la norme L2. Donc si vous avez convergence faible d'une fonction plus convergence en norme, vous avez convergence au sens de la norme. C'est essentiellement l'idée. Donc vous voyez que vous avez besoin de mettre des carrés dans les formulations faibles, à la fois pour chaque ρK et pour le ρ limite. Alors, il se trouve qu'on a un autre cadeau bonus dans cette histoire. C'est qu'on a vu qu'une solution faible du transport était automatiquement continue en temps. Et en fait, elle est même un peu mieux que ça. Elle est aussi continue en espace en un certain sens. Alors vous allez me dire, ce n'est pas très étonnant, vous allez voir. Donc, prenons un exemple. Je vais prendre un champ de vitesse comme ça. Donc, il est nul en Y et en X, il y a une seule composante et elle dépend que du temps. Et elle est strictement positive, elle est L1. Alors là, je sais faire la solution exacte, je sais résoudre les caractéristiques. Ça se fait très bien, c'est juste primitive et phi essentiellement. Ok, alors ça, on voit tout de suite le petit calcul suivant, c'est que si maintenant je calcule la norme L1 de la solution par rapport à la variable ty comme une fonction de la variable x, donc je prends ici x0, et je fais la norme L1 en ty de la différence. Donc je fais ça, je remplace par la formule exacte, là je fais un petit changement de variable qui va bien, 1 sur phi c'est borné parce que j'ai fait la bonne hypothèse, et voilà. Donc j'ai obtenu quoi? J'ai obtenu que la norme L1 au point x, dans la variable ty, de ρ, moins la même chose en x0, un point à côté, était essentiellement contrôlée par cette quantité, et cette quantité-là, c'est une translation en x de la fonction ρ0, et vous savez que les opérateurs de translation sont continus dans les espaces LP, et donc, quand x tend vers x0, ce truc tend vers 0. Donc, moralité, la solution de cette équation, elle est continue par rapport à la variable x, à valeur dans L1 en ty, dans les variables transverses. Alors, c'est pas très surprenant, parce que vous voyez que si par exemple je prends cette équation de transport, bon, c'est moi qui ai décidé que t c'était le temps, mais x joue exactement le même rôle. Donc c'est pas très étonnant d'avoir aussi de la régularité par rapport à x. Le problème c'est que ça ne donne pas une preuve. Alors quelques remarques. La remarque c'est que vous voyez que d'abord j'ai aucune chance d'avoir de la régularité dans la variable transverse. Ça marche pas du tout. J'ai une chance d'avoir de la régularité dans la variable dans laquelle il y a vraiment du transport. Première remarque. Deuxième remarque, je n'ai pas besoin de régularité sur petit phi pour faire le calcul d'avant. Phi, il est intégrable. La régularité en temps du champ ne joue pas. Deuxième remarque, s'il y a un endroit en temps là, où phi est nul, ben là, j'aurai rien. Parce que dans cet intervalle de temps où petit phi est nul, où il n'y a pas de transport, ben, vous voyez que ρ de t de x et de y, c'est juste cette fonction-là, et ça n'a aucune chance d'être continu en x, a priori, pour une ρ0 à l'infini. Donc, bon. Moralité, a priori, je n'ai pas besoin de régularité en temps de v, et j'ai une chance de récupérer la régularité en x dans les endroits où ça transporte vraiment dans la direction x. Alors maintenant, on va faire une preuve fausse. Donc voilà le problème sous forme conservative, en général, en 2D, et je suppose que ça transporte vraiment dans la direction x. Donc la première composante de V1 ne s'annule pas. La première composante de V ne s'annule pas. Alors j'essaye de faire cette astuce-là, de voir x comme la variable de temps. Donc vous voyez, j'ai remis les termes un peu différemment, j'ai mis le dx ici, le dt ρ, je l'ai écrit comme dt de 1 sur v1 ρ v1, j'ai le droit parce que v1 ça s'annule pas, et puis pareil pour le v2. Donc maintenant je vois cette équation, au moins formellement, comme une équation de transport où x est la variable de temps, ty sont les variables d'espace, en un certain sens, et puis c'est ρ v1 l'inconnu, et le champ de transport c'est 1 sur v1 et v2 sur v1, qui n'est pas divergence nulle, par parenthèse, mais peu importe.
Donc maintenant, voilà, je pense à x comme une variable de temps, et j'ai donc formellement cette équation, grand R c'est cet inconnu, W0 c'est lui, etc. Et je dis, bah super, j'ai qu'à faire ce que je sais faire sur l'équation de transport, sur celle-là, en voyant x comme le temps. Problème, c'est que si j'ai envie de faire ça, bah, je pourrais, mais il me faudrait que W0 et W2, qui est mon nouveau champ de transport dans ces nouvelles variables, soit L1 dans la variable de temps, qui est x, à valeur dans W11 dans les variables ty. Et donc, ça me mange de la régularité en temps sur V. Et ça, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que, par exemple, pour Navier-Stokes, j'ai aucune chance d'avoir dt de la vitesse intégrable. Bon. Et pourtant, vous voyez que dans le petit exemple qui est là, je n'ai pas besoin que V soit intégrable. La dérivée de V en temps soit intégrable. Voilà. Alors, ça marche. Voilà le vrai résultat, disons. Alors, bon, je l'ai écrit sous une forme un peu générale. Donc, vous prenez un V L1 en temps à valeur W1 en espace, sans aucune hypothèse de régularité en temps, à divergence nulle. Et dans oméga, vous prenez une hypersurface qui est non caractéristique pour V. Vous avez une hypersurface telle que V scalaire la normale à cette surface soit non nulle. Elle peut changer de signe. Ça a le droit. Mais elle n'a pas le droit de... Ok. Alors, dans un voisinage tubulaire, disons, de S, eh bien, alors, dans ce voisinage-là, ma fonction ρ, elle est continue dans la variable xi, donc xi c'est la variable transverse à S, à valeur dans n'importe quel LQ dans les variables tangentielles. Donc le résultat auquel on s'attend, par ce petit argument disant qu'après tout les variables d'espace et de temps jouent des rôles symétriques, il est vrai, et on n'a pas besoin de consommer la régularité en temps de V. Alors quel est le rapport avec ce qui précède? Et le rapport c'est que pour établir ça, on fait le raisonnement suivant, on se dit, on voit S comme le bord d'un sous-domaine de oméga, et on regarde comment la solution dépend du domaine. Donc on translate S, on voit ça comme la solution sur un autre domaine oméga, et donc finalement ce résultat-là, c'est rien d'autre qu'un résultat de continuité de la trace par rapport au domaine. Donc dès lors que vous savez définir une trace un peu proprement, et que vous avez la propriété de renormalisation, tout marche à peu près raisonnablement. Et à aucun moment vous écrivez l'équation comme je l'ai fait avant, en voyant x comme la variable de temps. Ça c'est le calcul formel, mais c'est pas comme ça qu'on le démontre. Combien j'ai? 5 minutes. Bon, je vais rapidement parler d'analyse numérique. Parce que voilà, maintenant on a une bonne théorie, disons, de solutions faibles pour le transport. On sait qu'on va avoir des solutions non régulières dans les vrais problèmes de mécaflux, par exemple, puisque ρ va prendre deux valeurs et il n'y a pas d'autre solution. Et donc, ça c'est la première chose. On sait aussi qu'un vrai schéma numérique dans un code industriel, c'est jamais sur des maillages cartésiens uniformes. Donc on a besoin d'avoir des maillages un peu généraux. Et tout ça fait que toute l'analyse numérique d'un schéma de base pour le transport, genre le schéma upwind décentré amont qu'on apprend à nos étudiants en L3 ou en M1, va se casser la figure assez largement. Et donc, il y a besoin de faire une analyse un peu spécifique dans ce cadre. Alors, bon, je ne vais pas refaire un cours d'analyse numérique. Disons que, qu'est-ce que c'est que le schéma upwind? Alors, il est écrit là en 1D sur maillage uniforme, voilà, pour l'équation d'hétéro plus V dx de ρ, en 1D. Quelle est l'idée? L'idée, c'est de dire, voilà, alors la dérivée en temps de ρ, je vais l'approcher comme ça, ok, ça a l'air raisonnable. Qu'est-ce que je fais de la dérivée en espace? C'est V fois la dérivée en espace de x, et là, j'ai des choix possibles. Je pourrais faire une approximation centrée, un ρi plus 1 moins ρi moins 1 sur 2h. Je pourrais faire une approximation décentrée à droite, ρi plus 1 moins ρi sur h, etc. Bon, alors ce que dit la philosophie de l'affaire, c'est que le choix centré n'est pas bon, en tout cas pour le schéma explicite en temps. Il n'est pas bon parce qu'il est toujours instable. Vous pouvez essayer, ça se code très facilement, vous allez voir tout de suite que ça explose. Pour le schéma explicite en temps. Le bon choix, il y a une petite analyse à faire, c'est de décentrer amont, c'est-à-dire de prendre l'approximation de la dérivée de ρ dans le sens d'où vient l'information. Le sens d'où vient l'information, c'est piloté par le signe de V. Donc, ce que dit cette formule, c'est que si le V est positif au point où on est, là, en IN, alors je prends comme approximation de la dérivée de ρ, la dérivée discrète à gauche. Si V est négatif, c'est que l'information vient de là, et je prends donc la dérivée de ρ à droite. La morale, c'est qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Si l'information arrive de là, c'est pas bon d'essayer d'aller chercher des approximations par là, parce que là, l'info, elle n'est pas correcte. La bonne info, elle vient de là. C'est l'idée. Et donc, voilà la formule générale. Hein. Ça dit que si c'est positif, c'est ça, si c'est négatif, c'est ça. Alors, ce qu'on apprend à nos étudiants en master, c'est que ce schéma est d'ordre 1, etc., etc., ce qui est raisonnablement vrai dans ce contexte, mais on va voir que c'est faux en général. Et la raison pour laquelle c'est faux, c'est que dès qu'on fait un maillage non structuré, on perd quelque chose dans le schéma de transport, et en réalité, il est d'ordre 1,5. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer dans les quelques minutes qui restent.
Alors, ça c'est en 1D. Comment on fait en cas général? Alors, je ne vais pas vous abreuver de notation, c'est pas très très grave. Ce qu'il faut voir, c'est que maintenant j'ai un maillage général en dimension quelconque. Imaginez des triangles, mais ça n'a pas besoin d'être des triangles en réalité. Donc K et L, ça va désigner des volumes de contrôle, donc des cellules. Ce qui va jouer un rôle important dans la suite, c'est les arêtes ou les faces entre deux volumes de contrôle. On va dire qu'on est en 2D, donc c'est des arêtes. Elles seront notées plutôt sigma. Sigma égale KL, c'est la frontière entre deux cellules K et L. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Le pas du maillage, c'est le max des diamètres. Et puis c'est essentiellement tout. Quand je mets des barres comme ça, c'est la mesure. Alors quand c'est les barres de K, c'est la mesure D-dimensionnelle de K. Quand c'est les barres de sigma, c'est la mesure D-1 dimensionnelle de l'arête, de la face. Et puis j'ai les vecteurs normaux. Donc nu KL, c'est la normale à K qui pointe vers L. Nu K sigma, c'est la normale à K sortant de sigma, etc. Bon. Alors ça c'est quoi? Ben, ça c'est les données du problème. Il faut bien que je les discrétise d'une façon ou d'une autre. Et j'ai envie de faire une théorie de convergence qui marche dans les mêmes hypothèses que d'hypernalliance. Donc je ne suppose aucune régularité a priori des données. Donc je n'ai pas beaucoup de choix pour rentrer les données dans le schéma. La donnée initiale, je n'ai pas beaucoup d'autres choix que de la moyenner sur les mailles. Je n'ai pas le droit de prendre sa valeur en un point. A priori, elle est à l'infini. Les données au bord, c'est pareil. J'ai a priori seulement le droit de les moyenner sur des faces du bord. Et puis, le champ de vitesse discret, c'est une moyenne du V scalaire n sur chaque interface. Donc sur chaque interface, je regarde V scalaire n, je prends sa moyenne. Alors comment on construit un schéma de volume fini à partir de là? On part de l'équation sous forme conservative. On l'intègre sur une maille K. Et donc ça donne la dérivée en temps de la moyenne, enfin la masse de ρ dans K, plus, là j'ai l'intégrale sur K d'une divergence, je m'empresse d'utiliser la formule de Stokes. Et j'en déduis que c'est une somme sur tous les arêtes de K, de termes, de la forme ρ, V scalaire à la normale. Donc ça s'appelle les flux dans le langage volume fini. Et donc j'ai envie, à partir de cette équation-là, ça c'est une équation qui est vraie, en tout cas si les solutions sont un peu régulières, j'ai envie d'écrire une équation sur une approximation de la moyenne de K sur la maille. Le problème c'est que là je dois construire à partir de ces moyennes de K sur les mailles des objets qui vivent sur des arêtes, c'est des flux. Là il faut que je décide qu'est-ce que je fais. Alors ce qu'on va faire, c'est approcher ces quantités par la valeur moyenne de V scalaire nu, c'est essentiellement l'objet qui est là, ça je sais le calculer, c'est une donnée, fois ρ quelque chose. Je sors le ρ, une sorte de formule de la moyenne, je dis que la moyenne de ρ Vénu, c'est la moyenne de Vénu fois la valeur de ρ, quelque part. Question, c'est quelle valeur de ρ je prends? Je suis sur une arête entre deux mailles, je suis là, qu'est-ce que je décide comme valeur de ρ sur cette arête? Sachant que je sais que mes solutions vont être discontinues. Donc ρk peut être très différent de ρl. C'est pas clair. Alors, je peux prendre la moyenne, je peux prendre ρk, je peux prendre ρl. Voilà. Bon, alors ce que dit le schéma décentré à Mont, le schéma Apoin, c'est que on va faire comme un 1D. Selon le signe de ça, qui est essentiellement, est-ce qu'en moyenne, le champ sort de K pour aller vers L ou sort de L pour aller vers K? Selon le signe, je vais prendre ou ρk ou L. C'est ça le schéma décentré à Mont dans le cadre général. Et voilà, il est écrit là. Donc le schéma, c'est la mesure de K fois ρkn, donc ça c'est ma nouvelle approximation, plus une somme de flux, et vous voyez que là il y a le signe. Si Vk sigma est positif, je prends ρk, s'il est négatif, je prends ρl. Et au bord, au bord, soit je suis sur un bord entrant, auquel cas je définis ρ sigma comme étant la donnée entrante, soit je suis sur un bord sortant, je définis ρ sigma comme étant ρk, le ρ de la maille juste à côté. Et je ne sais pas quoi faire d'autre. Voilà. Alors, premier résultat, sous des hypothèses raisonnables de type CFL, le schéma est bien posé et vérifie tout ce qu'on veut. C'est-à-dire il est monotone, si les données sont positives, la solution est positive, il y a des bornes à l'infini, etc. Donc tout va bien. C'est ça qu'il faut retenir. Et désormais, j'appelle ρh la fonction constante par morceau qui vaut les valeurs calculées par l'approximation. Et la question, c'est est-ce que cette fonction-là, qui est donc bien à l'infini mais constante par morceau, est-ce qu'elle converge vers la solution à l'infini du problème de départ? Alors la réponse est oui. Avant ça, il faut comprendre un petit peu les propriétés du schéma. Et je vous rappelle ici l'estimation qu'on avait obtenue sur les approximations paraboliques. On avait obtenu que quand je prends l'équation de transport, que j'y rajoute un epsilon laplacien, j'ai une borne comme ça. Alors quel est le lien avec un schéma numérique? Le lien, c'est que faire un schéma décentré à Mont, c'est quasiment rajouter de la diffusion dans l'équation. C'est assez proche. C'est pas tout à fait exact, mais c'est assez proche. Et alors, vous voyez que ce qui peut vous permettre de vous
comprendre ce que je viens de dire, c'est qu'on a cette estimation. Alors, elle a l'air compliquée, je vous l'ai mis ici une version où peut-être on comprend un peu mieux. Ça, c'est une somme sur n delta t, donc ça, c'est une intégrale en temps. Ça, c'est une somme sur les arêtes fois des choses qui sont de taille h puissance d. H, c'est le pas du maillage, donc ça, c'est homogène à une intégrale en espace. Donc ça, c'est une intégrale en temps, ça, c'est une intégrale en espace. Ça, c'est un coefficient. Je vais en discuter dans un instant. Et ça, c'est un ρ L moins ρk sur la distance entre les deux centres des mailles. Donc ça, c'est une dérivée de ρ discrète. Donc vous voyez que ce truc au carré, ça ressemble beaucoup au gradient de ρ au carré. Et ce coefficient-là, ben, il joue le rôle du epsilon. D, c'est la distance entre deux mailles, c'est essentiellement h, le pas du maillage. Et v, c'est la vitesse. Donc ça, il faut le comprendre comme un hv. Et c'est lui qui joue le rôle de epsilon. Donc c'est un peu comme si on avait mis une viscosité dans le problème de taille h fois v. Mais quand on a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé, parce que vous voyez que quand v est nul, on n'a rien. Et ça se peut, que quelque part dans le domaine, la vitesse soit nulle. Auquel cas, cette estimation, elle est vraie, mais elle n'apporte aucune information, puisque le coefficient est nul. Bon, malgré tout, ça donne suffisamment d'informations pour passer à la limite dans le schéma. En particulier, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de là, on peut démontrer ce qu'on appelle une estimation BV faible. Donc ça, c'est une sorte de norme BV, il faut avoir un peu d'imagination, mais c'est vrai. Et ce qu'on voit, c'est que cette norme BV-là, elle se comporte en 1 sur racine de h. Constante sur racine de h. Donc, bien que la solution limite, on ait des chances qu'elle soit BV, la solution approchée n'est pas BV. Alors, juste pour vous... Ah oui, alors le résultat, c'est celui-là. Donc on a convergence, je ne vous dis pas trop comment ça marche, mais sans aucune autre hypothèse que les hypothèses d'hypernalliance. Donc ça ne marche surtout pas comme on fait nos étudiants de M1. C'est différent, d'accord? Donc on a une convergence forte, uniforme en temps, dans tous les LQ, et convergence des traces. Peut-être, alors là, avec Nina Guillon, on a fait des estimations d'erreur. Peut-être je vais vous expliquer juste pourquoi, et puis je vais m'arrêter là. Pourquoi la norme BV explose. Voilà un exemple. Donc vous prenez l'équation de transport très très simple, dt ρ plus dx de ρ égale à 0. Là, je sais résoudre l'équation de façon exacte, sans aucun problème. Je prends comme données initiales 0, donné au bord 1, et je me mets à CFL1, c'est-à-dire delta t égale h. Et je prends un maillage bizarre comme celui-là. Donc c'est des carrés, et puis un coup sur deux, je divise en deux les carrés. Et j'y vais. Donc la solution, c'est une onde là, qui se déplace comme ça. Alors il y a deux cas. Ah oui, pardon, h c'est la petite taille, 2h c'est la grande taille. Quand vous êtes sur cette ligne-là, grâce au choix qui est là, un petit calcul vous montre que sur cette ligne-là, le schéma des centramons est exact. Un miracle. Du fait que c'est uniforme, le maillage est uniforme et pile à la bonne... c'est tout bien calé. Donc sur cette ligne-là, la solution exacte c'est comme ça, et la solution approchée aussi. Tout va bien. Si vous êtes sur cette ligne-là, alors là vous avez des mailles 2 fois plus grosses. Là, le schéma des centramons n'est pas exact. Il est diffusif. Ça veut dire que la solution exacte, c'est toujours elle, là. Par contre, le schéma, lui, il vous produit un truc un peu plus lissé. D'accord? Bon, soit. Alors, pourquoi ça vous crée de la variation totale? Eh bien, ça vous crée la variation totale, non pas dans la direction x. Vous voyez que ces deux objets ont la même variation totale. Hein. Ils sont monotones, ils connectent, disons, 1 à 0. Donc ça, c'est de variation totale 1, ça aussi. Par contre, le problème, c'est que vous avez la juxtaposition en Y d'un machin comme ça. Raté. Ah, ça y s'énerve. Voilà. D'un machin comme ça et d'un machin comme ça. Et vous en avez plein. Donc, entre cette ligne et celle-là, vous avez la coexistence côte à côte d'un truc discontinu avec un truc continu comme ça. Et ça vous coûte une variation totale de taille racine de h. Ici, là. À l'interface entre les deux maillages. Vous allez me dire, racine de h, ça tend vers 0. Oui. Mais il y en a beaucoup. Il y en a 1 sur h, à peu près. Moralité, au total, vous avez créé 1 sur racine de h de variation totale. Et donc, bien que la solution exacte, elle est BV, la solution exacte, c'est un machin comme ça, qui se balade. Et bien, le schéma numérique, lui, vous augmente la variation totale de la solution. Donc, du coup, tout argument à base de bornes BV uniforme ne peut pas marcher. Et c'est ça qui fait que ces questions-là sont difficiles. Vous voyez la tête de la solution exacte. On voit bien quelle est la variation totale, la solution approchée. On voit bien quelle est la variation totale dans l'histoire. Voilà, alors ce qu'on a démontré avec Nina Guillon, et puis d'autres auteurs ont fait ça aussi, c'est... je vais y arriver. Voilà, c'est convergence à l'ordre 1,5, et on peut montrer que c'est essentiellement optimal. Alors voilà un exemple, donc c'est un exemple... ρ prend 3 valeurs, le champ de vitesse il est un peu singulier. Et voilà les courbes de convergence. Donc sur un maillage triangle, j'ai convergence à l'ordre 1,5. Sur un maillage rectangle uniforme, j'ai convergence à l'ordre 1,5. Sur un maillage raffiné localement, j'ai convergence à l'ordre 1,5. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça marche encore. Et c'est pas dû aux données.
Parce que voilà un exemple où tout le monde est régulier, le champ est constant, la donnée entrante est 0, la donnée initiale elle est infinie. Mais sur ce maillage-là, comme je vous ai montré, l'erreur est en H1,5 et pas mieux. Donc formellement, on apprend à nos étudiants que le schéma décentralement est d'ordre 1, on ne devrait peut-être pas. Parce qu'en fait, dès qu'on le met en œuvre sur un maillage un peu non trivial, eh ben, c'est plus d'ordre 1, c'est plutôt d'ordre 1,5. Voilà, donc en conclusion, ben, j'ai essayé de vous présenter une théorie de solution faite pour le transport, donc qui est très inspirée évidemment par les travaux de Diperne-Alliance, avec un certain nombre de généralisations, disons. J'ai pas trop eu le temps de vous montrer comment ça marchait la convergence sur maillage non structuré, mais j'espère que vous avez un peu compris les idées. Et donc le résultat optimal, hein, c'est convergence à l'ordre 1,5, et pas mieux. Alors il y a un tas d'extensions possibles. J'ai présenté tout dans un domaine C-infini ou C3, mais en fait Lipschitz ça marche. On peut bien sûr prendre des équations de transport un peu plus générales, en particulier la divergence de V n'est pas nulle, on a le droit aussi, il faut mettre les hypothèses qui vont bien. Un truc un peu moins évident, c'est qu'on a le droit à faire toute la théorie non plus dans l'infini, mais dans l'infini en temps valeur dans LP, pour P fini. Et là c'est un peu subtil, en particulier la description de dans quel espace habite la trace, elle n'est pas si triviale. En particulier, la trace de machin comme ça n'est pas dans LP du bord pour la mesure V scalaire n, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et puis sur le schéma volume fini, donc je vous mets ici quelques références assez récentes. Alors, ce qui est assez à la mode, c'est des interprétations probabilistes de ces schémas. Et c'est un peu plus qu'à la mode, ça donne vraiment des résultats intéressants. Et en particulier, donc, il y a les équipes autour de la rue Lagoutière là, qui ont démontré, par exemple, des estimations d'erreurs avec des méthodes de type probabiliste, dans le cas de champs de vitesse qui sont one-side Lipschitz. Alors one-side Lipschitz, c'est encore autre chose. C'est une autre forme de non-régularité du champ, qui n'est pas Diperne-Alliance, qui n'est pas Lipschitz, c'est autre chose. Mais ça rentre dans la même catégorie d'études. Et c'est intéressant. Et récemment, il y a un groupe d'Allemands qui ont démontré la convergence à l'ordre 1,5 dans les hypothèses Diperne-Alliance, ce qui est très joli. Le prix à payer, c'est que ce n'est pas de la convergence en norme L1, comme on aimerait avoir. C'est de la convergence en un sens faible. Grosso modo, c'est dans une distance de type Wasserstein. Donc c'est une mesure de la convergence à l'infini faible étoile à l'ordre 1,5 pour ces solutions. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de résultat de convergence en norme L1 dans le cadre Diperne-Alliance le plus général. Donc ça reste à faire. Voilà, ben je vous remercie de votre attention.